vitesse les autres puissances européennes, elles aussi intéressées par la région. L'explorateur Stanley, je l'ai bien connu, car il est passé plusieurs fois dans mon territoire. Il a été bien content de bénéficier de mes services. Personne ne refuse l'aide de type au type. Le plus grand marchand d'Afrique centrale, riche propriétaire de plantations, haut représentant du sultan. Je suis dans le commerce de l'ivoire et de la traite depuis toujours. J'ai toujours respecté les Européens et ils m'ont toujours respecté. Ces hommes blancs, je les connaissais mieux que personne. Je savais ce qu'ils avaient en tête. Je comprenais ce qu'ils venaient rechercher ici. Les voyageurs de passage ont tous profité du système. Je leur vendais la main-d'œuvre dont ils avaient besoin pour leur caravane. Je savais qu'en préservant de bons contacts avec le blanc, ils me garantiraient mon monopole sur la région. Avec l'aide des chefs africains qui ne veulent pas perdre leur part du gâteau, Stanley s'engage dans une épreuve de rapidité qu'il n'est pas certain de remporter. Car à l'intérieur des terres, la France est en train elle aussi de passer des accords avec des chefs de la région et tente de doubler le roi des Belges. Léopold II est en passe de perdre son pari. Fin tacticien, le roi comprend les limites de sa stratégie. Une affaire purement philanthropique, comme il tente de la présenter, ne pèserait aucun poids par rapport à un grand pays d'Europe implanté dans la région. Le roi change son fusil d'épaule. Sous son autorité personnelle, le Congo doit devenir un État et être reconnu comme tel par les autres puissances. Le roi décide alors d'étoffer sa présence au Congo et de recruter de nouveaux volontaires pour ses missions d'occupation. Il les trouve sur place, au sein des factoreries, ces grands hangars commerciaux postés le long du fleuve, et où travaillent des négociants européens implantés de longue date. Quand l'expédition de Stanley est arrivée au Congo, j'étais encore très jeune. Début de la vingtaine à peine. Je venais de débarquer de Bruxelles, j'étais à peu près le seul Belge résident dans la région. J'avais été engagé par une maison française, Doma, Béraud et compagnie. Nos affaires tournaient bien. Chaque nationalité avait sa spécialité. L'ivoire, le genièvre, le tissu. Nous, c'était les armes à feu. Au départ, nous ne ressentions pas la concurrence comme elle devait exister en Europe. Fréquemment, les Portugais nous envoyaient d'imposantes embarcations officielles pour bien nous faire comprendre qu'ils étaient ici, chez eux, et ce depuis toujours. Mais pour nous, ce qui importait encore à cette époque, c'était de maintenir des relations de courtoisie avec les autres Européens, pour préserver nos intérêts communs dans le commerce. Notre concurrence n'existait que sur le terrain commercial. C'est en mai 1883 que le roi a fait appel à mes services. Mes 10 années d'expérience au Congo faisaient de moi une personne précieuse sur le terrain. Je connaissais de nombreux princes locaux avec lesquels j'étais en affaires. J'avais été commerçant, je devenais agent du roi. Une course contre la montre diplomatique s'enclenche pour le souverain. Sur le terrain, ses agents s'affairent. Il faut obtenir des traités des princes locaux au plus vite, montrer que les chefs coutumiers appuient le projet du souverain belge.
Un à un, je suis allé voir les rois de ma région que je connaissais tous personnellement. C'étaient les dernières signatures qu'il nous fallait encore, et j'allais les obtenir. Je connaissais le jeune blanc avec qui je faisais affaire. J'ai signé. J'avais besoin de poudre, de fusils et de munitions. J'ai signé. Le blanc m'a promis aide et protection inconditionnelle de son roi. J'ai signé. Contre la garantie de rester juge suprême de mon peuple, j'ai signé. Pour que les blancs restent un allié et m'appuient dans mes litiges commerciaux, j'ai signé. Le dernier traité signé, celui des 9 rois de Boma, est capital pour Léopold II. Il lui garantit la souveraineté sur l'embouchure du fleuve et lui ouvre la voie commerciale sur l'Atlantique. Le traité est expédié en urgence à Bruxelles en 1884. Fort de ces nouvelles signatures, Léopold II passe une série d'accords diplomatiques avec ses concurrents. Il concède le libre-échange dans tout le territoire actuel et futur de l'Association internationale du Congo. Il accorde à la France le droit de préférence sur le Congo. Si Léopold venait à jeter l'éponge, c'est à la France que le territoire reviendrait. Par ce coup de génie diplomatique, Léopold II obtient enfin la reconnaissance après laquelle il court depuis près d'une décennie. Tandis que les grandes puissances partagent l'Afrique à la conférence africaine de Berlin, tenue par Bismarck en février 1885, Léopold II obtient, à titre personnel, la souveraineté sur l'État indépendant du Congo, qui voit ainsi officiellement le jour. Pour le roi des Belges, c'est un triomphe. Il vient de mettre la main sur un gigantesque territoire, le plus grand d'Afrique centrale, 80 fois la superficie de son petit pays. Léopold II exulte. Il est convaincu qu'il pourra rapidement mettre à profit sa nouvelle colonie. Il ne se doute pas que pour lui, les difficultés ne font que commencer. Le Congo ne se laissera pas dompter si facilement. En Belgique, Léopold II commence immédiatement à rechercher des appuis auprès de la bourgeoisie pour l'épauler dans son projet colonial. Pourtant, dans le monde politique belge, c'est l'indifférence. Pour beaucoup d'entre nous, le Congo était alors une histoire privée qui ne concernait que le souverain et une poignée de ses collaborateurs capitalistes. En toute honnêteté, au départ, le monde politique dans sa majorité jugeait les actions du roi comme une fantaisie déraisonnable, à laquelle il ne voulait pas trop être mêlé. Nous, au Parti ouvrier belge, on avait d'autres chats à fouetter. Nous nous intéressions beaucoup plus aux esclaves blancs dont parlait le catéchisme du peuple qu'aux esclaves noirs. Du côté libéral et catholique, l'enthousiasme était à peine plus marqué que chez nous. Libéraux et catholiques étaient convaincus que le Congo ne paierait pas. En dépit des conseils de prudence de son entourage, Léopold II est enivré par l'énormité de son projet. Il s'emporte et prend à titre personnel d'énormes risques financiers. Il jouit, il est vrai, d'une gigantesque fortune. Il a beaucoup investi dans les grandes sociétés belges. On estime son portefeuille en actions à 50 millions de francs, soit plus de 200 millions d'euros au cours actuel. C'est donc sa richesse personnelle qui lui permet au départ de payer ses agences sur le terrain. Au Congo, en 1885, nous étions à peine 250 Européens sur l'ensemble du territoire. Notre mission pouvait se résumer en un mot, l'occupation efficace.
Mula Matari, les briseurs de roches. C'est ainsi que les Noirs surnomment ces blancs bâtisseurs. Il nous fallait construire les premières grosses infrastructures et les voies de communication, mettre en place un réseau étendu de missions, asseoir la conquête en pacifiant les zones à risque. Pour la pacification des zones, nous manquions de forces vives européennes et nous avions la consigne de recruter localement. La force publique, chargée de mener les guerres de conquête et de maintenir l'ordre, recrutait donc ses soldats sur place.